Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Vallée qui vient nous parler de son livre La différence québécoise, qui est sorti, je crois, au mois de mai. On est très content de t'avoir avec nous, Vincent. Si tu veux te présenter un petit peu. Oui, bonjour. Moi, je suis Vincent Vallée. Je suis auteur, comme on l'a mentionné, du livre La différence québécoise, un modèle de liberté, d'égalité et de coopération. La différence québécoise, je peux peut-être en parler un petit instant. Là, dans le fond, c'est un projet qui a été initié par plusieurs, on en reparlera peut-être, mais qui regroupe dans le fond deux sorties. D'abord, le livre qui est présenté, puis le site web qu'on va probablement discuter aussi tantôt, qui est la différence.québec. Ben, bonjour Vincent, mais merci d'avoir fait d'abord cet ouvrage-là. Je pense que c'est quelque chose dont on avait besoin. Moi, je me souviens de quelque chose qui m'a marqué dans ma vie, c'est quand on a, hem, j'ai lu, voyons comment ça s'appelle? Le Code québécois. Le Code Québec? Le Code québécois de Philippe Léger, de Jean-Marc Léger, excuse, qui était un peu dans le même style, je pense, ben, pas dans le même style, mais ben, voilà, ouais. Quel beau livre, qui moi, je l'ai utilisé après toute ma vingtaine pour, défendre, que le Québec avait une identité propre. Donc je pense que ton livre a participé à ça, à nous donner des arguments plus rationnels, même si au fond de nous-mêmes, on le sait qu'on est différents. Il y a des gens qui ont besoin de se le faire, démontrer pour, je pour quelle raison. Ben, ça peut être pertinent de le mentionner, mais par ailleurs, la préface, en fait, l'avant-propos de l'ouvrage ici est signé par Jean-Marc Léger, qui est l'auteur du Code Québec. Et Jean-Marc Léger, là, dans le fond, pour ces raisons-là, j'ai eu la chance de un petit peu échanger avec lui. Puis il avait aussi fait un mot pour présenter, dans le fond, mon ouvrage lors du lancement qui était le 20 mai, comme l'a mentionné Laurie. Ben, tu as eu la chance, c'est toute une chance de pouvoir travailler avec, Jean-Marc Léger, clairement. Je voulais Ouais. rappeler à nos auditeurs qu'à tout moment, ils peuvent laisser des commentaires. On a mis en place là, cette nouvelle petite fonctionnalité en bas à droite de l'écran. Vous allez voir vos commentaires qui apparaissent. Donc, peu importe la plateforme où vous trouvez, les gens vont la voir. Et il y a Sam Pellicelli qui commence en nous souhaitant bonne Saint-Jean. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, parce que c'est la Saint-Jean bientôt. Elle est à nos portes. Puis on s'est dit que ben, dans cette optique-là, on voulait inviter Vincent pour qu'il vienne, ben c'est ça, nous parler de son nouveau livre qui, je dirais, qui est comme, qui renforce peut-être notre identité, que cette, ben, est-ce que c'est une aspiration d'ailleurs? Est-ce que c'est une aspiration que vous avez de, comment dire, de renforcer l'identité québécoise à travers votre récit? Parce que tu l'as pas écrit tout seul. Je sais que Jean-Marc Léger a participé. Y a-tu d'autres mondes qui étaient là-dedans? En fait, je l'ai écrit tout seul. Jean-Marc OK. Léger a participé avec l'avant-propos par la suite. Sinon, évidemment, il y a eu quand même là, des relectures, des gens qui m'ont aidé à corriger des éléments, etc. Mais le livre, la recherche, c'est vraiment une idée là, en fait, un travail que j'ai fait. Sinon, évidemment, le projet en lui-même, j'ai pas été tout seul à le penser. Parce que avant d'être un livre, comme je l'ai mentionné, c'est un projet. Puis, en fait, l'idée du projet, c'est même pas moi qui l'ai eu en réalité. C'est quelqu'un qui est connu, qui est un peu connu, c'est Maxime Pénaud-Jobin, qui est l'ancien maire de Gatineau, qui est aussi ancien chroniqueur à la presse et aujourd'hui directeur du Musée national de l'histoire du Québec. Et ben, c'est un petit peu pour cette raison-là aussi qui s'est distancié, un devoir de réserve qui vient avec ce rôle-là. Ouais. Mais il a quand même toujours été présent là, dans l'entourage, il a soutenu évidemment le projet, puis il avait grandement participé là, surtout pour le qu'est-ce qui était du site web. Sinon, dans le fond, ben non, je vais te laisser peut-être Nando. Ouais, ben non, moi je voulais savoir, dans le fond, c'est quoi qui t'a donné envie de rédiger ça, d'écrire ce livre-là? Mais en fait, c'est ça, c'est que, ben, peut-être pour revenir un petit peu là, à la genèse de l'idée, c'est comme je dis, dans le fond, Maxime, lui, il accumulait, depuis qu'il était assez jeune, des coupures de journaux qui faisaient dans le fond, qui comparaient le Québec avec le reste du Canada. Bon, le Canada est comme ça, puis le Québec est un petit peu plus comme ça. Ou bien le Québec est complètement différent sur tel sujet, sur l'alimentation, le sport, la famille, etc. Puis il avait mis ça dans une petite boîte. Puis à un moment donné, quand il
était plus maire de Gatineau. Il est venu voir des gens, il a cogné à plusieurs portes, dont la mienne. Il est allé voir, puis il dit, moi, j'ai ces données-là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Moi, j'ai dit, je pense qu'on peut donner vie à tes données. Puis moi, dans le fond, j'ai toujours aimé, comme Maxime, j'ai toujours aimé les chiffres. Puis en plus, j'étais un passionné du Québec. Donc, c'était vraiment le croisement de deux éléments. Puis moi aussi, j'avais lu effectivement le Code Québec bien avant qu'ils viennent me voir. Et moi, j'ai mis tout ça dans une base de données avec une application en ligne. Et ben après ça, on a vraiment travaillé ensemble, lui, moi, un petit peu d'autres personnes aussi qui ont contribué. Et on a monté une base de données qui, à un moment donné, a atteint 1000 statistiques comparatives entre le Québec et le reste du Canada. Et là, OK. ensuite, la première idée qu'on avait eue, c'était de faire le site web. Et c'est là que Pierre-Olivier Briand, qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être, en tout cas, Nando, je pense que toi, tu le connais. Ouais. Euh, Très actif au sein puis, d'Élu Québec. On le salue. Il est ici des fois aussi. c'est ça. Exactement. Puis lui, il avait un talent en informatique et d'ailleurs, il a monté le site web là, en claquant des doigts. Il a fait un travail extrêmement efficace et nous est arrivé ce site-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, évidemment, de relecture, de correction, etc. 1000 données, c'est quand même de la matière. Mais pour moi, c'était pas suffisant de simplement présenter les données. C'est en soi quelque chose de très intéressant. Si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a beaucoup de réalisations qu'on peut faire lorsqu'on regarde toutes ces données-là. Mais j'avais besoin aussi de leur donner un sens, de faire parler ces données-là. C'est pour ça que j'avais écrit plusieurs textes, plusieurs articles qui, dans le fond, donnaient un sens à ces données-là. Mais aussi, je voulais aller plus loin. Je voulais essayer de voir comment est-ce que ces données-là pouvaient permettre à des chercheurs, par exemple, ou je Mm. sais pas, à des fonctionnaires ou à des gens qui travaillent dans différents milieux, d'aller explorer davantage ces données-là. Parce que, OK. puis des fois, quand on tombait sur une donnée, on voyait aussi que les gens avaient de la misère à faire du sens avec. Je donne un exemple. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de données qu'on pourrait trouver positives, il y en a qui le sont moins. Comme par exemple au Québec, il y a plus de noyades bon, que dans le reste du Canada. Puis dans l'article qui mentionnait ça, c'était la personne de la Croix-Rouge qui rapportait qu'il y avait plus de noyades au Québec, puis elle disait que c'est parce que, bon, au Québec, on était plus défavorisé ou qu'on était plus pauvre que le reste du Canada. Mais nous, on avait une autre statistique qui n'était pas nécessairement liée à celle-là, mais qui disait qu'au Québec, on avait la moitié des piscines au Canada. Puis Ah, quand on y OK. réfléchit un peu, ben, tu sais, ça Ça a un fait peu du de sens. sens que quand tu as comme 2 fois plus de piscines que l'Ontario, ben, c'est normal que c'est malheureux, mais ça va un peu de soi. Puis, il me semble que ça a plus de sens que de dire que c'est parce que le monde est plus défavorisé. Puis, il me semble que cette idée-là que le Québec est pauvre, bon, François Legault, il avait dit en les élections en 2018 que son objectif, c'est de rattraper le retard économique par rapport à l'Ontario. C'est comme une espèce de, C'est son ouais, une objectif de espèce de vie, là. complexe. Ouais, c'est ça, mais ça parle aussi à une espèce de complexe que ont peut-être une partie des Québécois, peut-être des Québécois qui n'ont pas vécu dans notre génération ou qui ont vécu Mhm. dans d'autres contextes, parce qu'on sait que le Québec n'a pas toujours été ce qu'il était aujourd'hui. Ouais. Mais des fois, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que ça vient défaire toutes sortes de mythes. Fait que c'est ça, tantôt tu demandais si ça vient renforcer l'identité québécoise. Peut-être que c'est un des effets que ça fait, mais je trouve que ce que ça fait en premier, c'est nous permettre de prendre conscience de ce qu'on est. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on essaye de parler de nous, puis il y a toujours cette espèce de réflexe-là d'autodénigrement, d'essayer de se dire que ah, ben, finalement, on n'est pas si bon que ça, puis ci, puis ça. Puis le but du projet, c'est pas de dire qu'on est bon, puis qu'on est fin, puis qu'on est donc bien meilleur que les autres. C'est juste d'avoir des bases pour regarder qu'est-ce qu'on est, puis pas ce qu'on devrait être, mais juste ce qu'on est, puis d'apprécier ce qu'on est, parce que quand on le regarde, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir honte, en fait, parce que, tu sais, en matière, par exemple, d'égalité entre les hommes et les femmes, le Québec, c'est l'endroit dans le monde où il y a le moins grand écart dans le taux d'emploi entre les hommes et les femmes. Ouais. Il y a un seul endroit qui bat le Québec en taux absolu. Là, on regarde plus l'écart, mais vraiment en taux absolu, parce que c'est la Suède. C'est le seul endroit qui bat le Québec pour le taux d'emploi des femmes, par exemple. Fait Ils que, sont peut-être un peu plus jeunes, fait que et- ça règle le problème, là. C'est pas... En tout cas, pas rentrer là-dedans, mais c'est peut-être ce qui explique la différence absolue. Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le fond. C'est intéressant que vous ayez fait ce travail-là.
Euh, Moi, hier, j'étais avec un ami, puis bon, c'est ça que je disais avant que ça commence l'émission, là, j'ai raconté à Vincent puis Laurie que moi, je bois pas pendant tout l'hiver, là. Puis hier, c'était comme la première journée où je recommençais à boire parce que je recommence à Saint-Jean, mais c'est pas nécessairement le jour de la Saint-Jean, là, dans ce coin-là, mettons. Ça a tombé que c'était hier, j'avais des amis chez nous. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont pas vraiment, ben, ils sont pas indépendantistes, là. Forcément, en tout cas, ils sont pas fermés à l'idée, je pense, mais ils sont pas forcément. Puis il était 1h30 du matin, puis là, j'étais comme. C'est difficile parce que j'arrive pas à exprimer cette idée-là clairement. Puis je pense que tu pourras avoir une réponse pour moi, mais je sens souvent, chez beaucoup des amis avec qui je parle, qu'ils ont ce sentiment-là d'infériorité ou de nous autres, on n'est pas capable, puis moi, je veux pas l'indépendance tant que vous n'allez pas me prouver que je. C'est comme s'il fallait qu'on soit meilleur que les autres pour avoir le droit d'exister. C'est pas juste. Là, je suis comme, mais tu sais, on n'a pas besoin d'être meilleur, on a juste, à la limite, besoin d'être comme tous les autres, parce qu'on est déjà comme tous les autres. Si on avait notre pays, on serait pas plus colon ou, tu sais, on serait juste un Y a pays. On quelqu'un fait qui des remet erreurs, en on fait des bons coups. question, y a-t-il quelqu'un qui met en question l'indépendance du Bangladesh ou du Soudan, par exemple? C'est un petit peu, justement, même que c'est un peu absurde de s'attendre que la différence québécoise nous montre qu'on est meilleur que les autres, tu sais. Parce que la différence québécoise, puis ça, ça, des fois, déjà, même des indépendantistes, des fois, on dit, ah oui, on est meilleur que les Canadiens, on est meilleur que les Canadiens. Ben, en même temps, c'est normal qu'on ait l'impression qu'on est meilleur que les Canadiens quand on regarde ces statistiques-là, parce qu'elles parlent de nous. Nos valeurs. Elles Ouais. parlent de nous, puis elles disent ce que nous sommes, puis ce qu'on est, c'est aussi ce qu'on aspire généralement à être. En tout cas, c'est plus proche de ce qu'on aspire à être que ce que le Canada est. Mais Mhm. c'est que moi, ce que je pense, c'est qu'à longueur d'année, à longueur de journée, nos médias, tout l'environnement nous rappelle que le Canada est meilleur que nous. Puis que nous, dans le fond, on est des pas bons. Puis ça, je le vois là. Puis même dans nos médias, même dans le Journal de Montréal, souvent, on voit les Québécois sont donc bien de même. Ah oui, les Québécois sont vraiment de même. Puis, tu sais, des fois, on est quand même sévère avec nous-mêmes. Puis aussi, c'est parce qu'on on dit que les Québécois sont comme ça, mais là, on les compare pas, là. On est juste comme, ah, les Québécois sont de même, puis c'est, admettons, on n'est pas éduqués, bon, mais ou on est donc même pas disciplinés. Puis, par rapport à quoi, tu sais, d'où tu prends ça? Puis c'est juste, là, ah oui, oui, c'est vrai qu'on est de même, tu sais, puis là, c'est Mhm. comme si on avait besoin de se défouler sur nous-mêmes, tu sais. Ah ouais, 100%. Là, j'ai pas de mots, j'ai pas de meilleur mot que ça, mais moi, j'appelle ça le manque d'amour de soi, là. Je pense qu'il y a un gros problème au Québec. Il y a beaucoup de Ben, gens qui n'aiment pas notre culture. Je veux dire, c'est la seule. En plus, je trouve ça fascinant parce que c'est des Québécois dont leur seule attache culturelle, ça peut juste être le Québec. Tu sais, je veux dire, c'est des francophones, ils n'ont pas d'origine extérieure. Tu sais. Moi, j'ai des échappatoires à la limite, comme je peux aller ailleurs. Mes amis n'en ont pas, puis ils n'aiment pas leur culture. Puis je suis comme, mais dans le fond, si tu parles de toi, là, toi, tu es Québécois. Fait que, tu sais, si tu n'aimes pas ça du Québec, ben, je sais pas, là, il y a une partie de toi que tu n'aimes pas. Qu'est-ce qui marche pas dans ce raisonnement-là? il y a aussi le fait que, mettons, quand tu prends n'importe quel immigrant ou n'importe quelle personne qui a des origines autres, mais il est fier là, de ça. Là. Il en est vraiment fier. Je connais pas une personne qui est pas fière des gens qui viennent pas d'ici à la base. Fait que c'est fou quand même là, quand on prend en considération que toi, la seule chose que tu as comme rattachement, c'est ici, mais tu n'es même pas fier de ça. Puis ton sentiment d'appartenance, tu vas le donner à une autre culture qui n'est même pas la tienne. Mhm. Ouais. L'échappatoire, dans le fond, que toi, tu parles, mais souvent, eux, leur échappatoire, ça va être la culture canadienne. Ils vont dire, ah non, mais moi, je suis Canadien. Ouais. Mhm. Je- Ouais, il y en a sûrement. Moi, honnêtement, hier, j'ai demandé, puis la réponse, c'était pas, il se sentait pas canadien. Il était même pas capable de me dire, je me sens canadien. C'était juste, je me sens pas bon, Mhm. ou on n'est pas bon au Québec, fait qu'on devrait pas faire un pays. En tout cas, je veux pas tourner en rond sur le Puis, sujet, mais clairement, ben, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, mais moi, ça me frappe à quel point ce discours-là est présent, puis que j'ai pas vraiment d'argument pour le contrer. Je trouve ça intéressant que toi, que vous fournissiez une base plus, comment dire, plus rationnelle sur ben, on n'est pas meilleur, on n'est pas pire que les autres, on a juste une échelle, c'est là que je voudrais aller, là, on a une échelle de valeurs différente mhm. des Mhm. autres. Puis être québécois, c'est avoir cette échelle de valeurs-là. Puis nos, nos, notre vie commune est juste comme une représentation de cette échelle de valeurs-là.
ce serait normal que ce soit notre échelle puis qu'on vive là-dedans, pas être tout le temps en confrontation avec le fédéral. Comme Sam, il disait, puis ça, Mhm. c'est sa façon de le dire, là, puis j'aimerais ça peut-être te relancer là-dessus. Tu sais, il dit, le gouvernement fédéral a toujours cherché à nous faire sentir inférieurs. Est-ce que c'est peut-être ça aussi, le fait qu'on a une échelle de valeurs concurrente qui se présente toujours comme étant le parent, là, puis même les souverainistes ont tendance à dire ça, tu sais, se séparer de ses parents, puis que cette échelle de valeurs-là, comme elle n'est pas la même, ils performent mieux dans certaines choses que pour nous ont moins de valeur, mais dans l'espace ambiant, c'est ça qui est présenté comme la bonne façon d'être, tu sais, la bonne échelle de valeurs. Mhm. Ouais, ben, je pense que tu le représentes bien. En fait, moi, dans le livre, je parle d'une forme d'universalisme qui est québécois. L'universalisme, qu'est-ce que c'est dans le fond? Dans le fond, c'est de reconnaître une valeur semblable à tous les humains. C'est un des éléments qui a permis justement là, d'améliorer nos sociétés, entre autres en Occident. Puis l'universalisme, parfois, a été utilisé à mauvais escient. Puis je donne un exemple, c'est justement si on donne l'impression que tous les peuples, toutes les cultures sont toutes pareilles, puis qu'il n'y a pas de différence, mais ça peut mener à une espèce de, ben, pour être idéal, il faut être comme nous, dans le fond. C'est nous Mm. qui avons l'universel, puis on aspire à ça. Donc, c'est un peu ce que le Canada fait, mais il n'y a pas juste le Canada qui fait ça par ailleurs, mais en disant, ben, tous les humains sont pareils, puis pour aspirer à l'idéal, il faut faire comme nous. Donc, à chaque fois qu'il y a une différence culturelle, par exemple au Québec, mais ça peut être la même chose pour une Première Nation, mais c'est de dire, ben, regardez, vous vous trompez, puis on va vous montrer la bonne voie. Puis là, quand on légifère, par contre, par exemple, sur une loi là, qui va contre ces valeurs-là qui sont dites universelles du Canada, ben là, c'est clairement qu'on est des dégénérés, des demeurés, etc. Puis là, ils nous rabaisse. Ouais. Moi, il y a un Il nous terme que barbarise, moi j'utilise, je trouve que c'est un bon mot, là. ah, Il nous barbarise, très, comme si on très, était à l'extérieur de la civilisation, là. ouais, à l'extérieur de la cité, à l'extérieur de la civilisation, tout à fait. La cité qui est Toronto, complexe Toronto-Montréalais, on pourrait dire. Mais bref, là, on est sur. Mais on est quand même dans ce sujet-là que, tu sais, au Québec, on a longtemps parlé de colonialisme. Je trouve il y a des limites à ce concept-là. Moi, je préfère parler d'impérialisme parce que ça couvre davantage d'aspects d'un processus, je pense, qu'on a en tête. Tu sais, donc, c'est pour ça que moi, je vais parler d'impérialisme moral quand il est question d'assujettir des peuples par, euh, par une volonté morale, par exemple par la culpabilité ou par une infériorisation des peuples. Ça a été Mhm. fait en Afrique, ça a été fait dans des pays, dans le fond, qui ont fait ces actions-là d'impérialisme. Mais dans le fond, c'est tout simplement dire que quand on voit une différence qui est ni mauvaise ni meilleure, tout simplement une différence, ben là, on est tout de suite dans de la moralisation, dans de l'infériorisation, dans de la déshumanisation, etc. Puis c'est un petit peu la démarche du livre. C'est pas carré. Tu sais, le livre vient pas affronter ce discours-là. Il vient tout simplement dire, prenons une pause de cette espèce de sentiment-là ambiant d'autodénigrement ou de dénigrement généralisé. Regardons ce qu'on est. C'est bon, c'est mauvais côté. Regardons ce qu'on est, puis ensuite demandons-nous est-ce que c'est ça qu'on veut être. Puis finalement, ben si c'est ce qu'on veut être, ben tant mieux. Si c'est pas ce qu'on veut être, ben à ce moment-là, regardons ensemble collectivement qu'est-ce qu'on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais c'est au moins minimalement de prendre conscience de ce qu'on est. Mais puis par ailleurs, il n'y a pas un peuple parfait dans le monde, là. Ça Mhm. n'existe pas. Puis le Canada pourra bien dire ce qu'il veut, il n'est pas parfait. Puis, de toute façon, c'est pas ça, c'est pas du tout ça l'objectif. C'est juste dire, ben, voici ce qu'on est, voici ce que les données qui sont disponibles à mes mains, là, Ouais. qu'est-ce qu'elles me disent sur nous. Puis, j'ai tenté de les présenter de la façon la plus honnête possible. Ça a donné ce résultat-là. Je nous éloigne une dernière fois avant de nous ramener, puis après on partira, mais je trouve ça quand même particulier parce que moi j'ai réalisé ça, en tout cas, il y a quelques années. Puis ce qui est fascinant avec le Canada, c'est qu'ils font ce processus-là moi j'appelle ça barbariser mais mettons de mettre leur échelle de valeur puis de dénigrer les Québécois parce qu'à certains niveaux, on n'adhère pas à ces valeurs-là. Mais ils le font au nom du multiculturalisme qui est d'une certaine façon supposé être cette forme d'absence
d'échelle de valeur finalement où tout le monde est supposé être égal. Toutes ces conceptions-là du monde sont supposées être égales puis coexister par, je sais pas quel miracle, là. Bon, tout ça est un tissu de mensonge tant qu'à moi, mais et je trouve ça vraiment fascinant comment ils arrivent à nous faire passer ça, heu, à l'aide de cet outil-là. Puis je pense que dans ton livre, tu parles de beaucoup de choses qui sont en lien avec, les conceptions du vivre ensemble culturel, puis les différences qu'il y a entre le Canada puis le Québec. Tout à fait. Puis la question du multiculturalisme, c'est flagrant. Mais ce que tu mentionnes, c'est juste. Puis le multiculturalisme, c'est pas juste une ouverture aux autres, là. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire croire que c'est. Le multiculturalisme, c'est aussi une logique de ségrégation en réalité, qui est peut-être un petit peu plus morale que les ségrégations qu'on a en tête, Mmh. mais ça reste une logique de segmentation. Peut-être que ce serait un meilleur mot, mais ça reste quand même dans cette logique-là de séparation des groupes les uns avec les autres, ce qui est absolument pas québécois. Ça, on le voit, les Québécois sont beaucoup plus pour le rapprochement entre les cultures, sont beaucoup plus pour la mixité sociale, sont beaucoup plus, d'ailleurs, sont beaucoup plus inclusifs au sens naturel du mot plutôt que celui qu'on essaie de lui accorder. Puis le multiculturalisme aussi, il y a un élément qui est un peu, ben, qui est pas si moral que ça, je dirais, d'un point de vue normatif, là, d'un point de vue de mes valeurs personnelles, au sens où le multiculturalisme existe en opposition à l'existence des nations. Un des objectifs, une des missions du multiculturalisme, c'est d'effacer des nations. Effacer des nations comme celle du Québec, mais effacer aussi les nations autochtones qu'on remplace par des cultures, qu'on remplace par du folklore, qui Ouais. font partie de l'espèce de pseudo-nation canadienne ou de post-nation canadienne, comme l'a dit voyons, Justin Trudeau. Donc moi, le multiculturalisme, je ne le vois pas comme vertueux, mais c'est sûr qu'un État cherche à promouvoir ses doctrines comme étant un élément vertueux, comme étant quelque chose de positif, parce que c'est ce qu'il promouvoit. Puis justement, toute différence, comme par exemple la vision québécoise du vivre ensemble, appelons-la l'interculturalisme, la convergence, il n'y a pas de consensus là-dessus, mais il y a clairement une vision québécoise du vivre ensemble qui n'est pas le multiculturalisme. Mais à ce moment-là, on dit que c'est du racisme, on dit que c'est de l'infériorité, on dit qu'on est, bon, tout ce qu'on est, alors que Intolérant les ou Québécois, ce qu'ils veulent, là, c'est tout simplement de faire nation. C'est ça qu'ils veulent, les Québécois, mmh en forte majorité, pas 100%. En forte majorité, les Québécois veulent faire nation, veulent continuer leur existence dans le temps, mais ça va à l'encontre de la doctrine, justement, du multiculturalisme. ouais. Il y a Sam qui nous dit, ils ont utilisé le multiculturalisme, pardon, pour nous faire passer pour des intolérants, sachant qu'on allait être contre, pour protéger notre langue et notre culture. Puis moi, je reviendrais à ce que tu disais plutôt, Vincent, par rapport à l'impérialisme, parce que, je trouve que c'est très bien dit. Les empires sont toujours, proposent toujours des modèles multiculturels. C'est une très connue, c'est une des façons pour les empires de se maintenir en place, puis de tranquillement transformer, les populations soumises, puis créer de l'adhésion de ces gens-là à leur nouveau régime, jusqu'à ce que leur mécanisme d'assimilation se mette en place. Puis là, ça a l'air un peu abstrait, mais si on regarde les Romains, c'est le même concept. Si on regarde les Moghols, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans l'histoire d'États qui prônent le L'Empire ottoman. multiculturalisme, l'Empire ottoman, qui prônent le multiculturalisme pour finalement imposer leur culture à l'ensemble, mais de façon beaucoup plus lissée puis lente. Puis c'est exactement ce que je pense que le Canada fait. Mhm. Comme le dit Sam, moi, je pense qu'il y a Moi, ça. Il y a j'ai une aucun volonté doute que le... d'assimilation originale Mhm. dans le fédéralisme canadien. Le multiculturalisme, c'est comme la dernière arme qu'ils ont trouvée pour y arriver parce que les autres n'ont pas marché. Moi, j'ai aucun doute. Il y a un auteur qui s'appelle Marc Chevrier qui a avancé cette thèse-là, que le Canada est un empire. Moi, j'ai aucun doute que depuis 1982, le Canada est devenu un empire. Je pense que c'est une erreur, puis j'en profite là, d'être là avec vous là, pour le dire. Je pense que c'est une erreur des souverainistes, des indépendantistes, d'avoir pensé que 1982, c'était contre les Québécois. C'était pas contre les Québécois, c'était contre tout le monde. C'était contre toutes les nations. Puis d'ailleurs, c'était antidémocratique comme processus, là. 1982, ça attaquait les Québécois, mais pas juste. Puis ça a transformé le Canada comme un empire. Puis justement, le multiculturalisme, comme tu l'as mentionné, c'est une manière de diviser justement toutes ces, petits-
toutes ces petites plaques-là qu'il y avait dans le Canada. Puis on le voit aujourd'hui qu'il y a une volonté justement de favoriser les plus petites communautés au détriment des plus grandes, qu'on dit des majorités, par exemple au Québec, pour créer des frustrations puis qui se chicanent les unes avec les autres. Puis, comme tu l'as mentionné, c'est pas propre au Canada, c'est la logique impériale, la logique des empires, c'est quelque chose qui est millénaire. Et j'ai mentionné l'Empire ottoman, puis c'est pas par hasard. D'ailleurs, un des grands auteurs un des grands penseurs du multiculturalisme, Will Kimlicka, l'a dit ouvertement qu'il y avait des inspirations de l'Empire ottoman dans le multiculturalisme. En fait, dans les empires, euh, l'objectif, en fait, de l'impérialisme, c'est le processus de transformation en empire. C'est dit très simplement, c'est plus complexe que ça, mais en gros, disons-le comme ça. Puis le processus de transformation en empire, c'est, dans le fond, c'est une élite dans une Mhm. grande société, souvent dans une métropole, tu sais, la cité, comme ici, ça va être Toronto, ça peut être New York aux États-Unis ou Rome. Puis cette élite-là cherche à se déconnecter de son peuple. C'est comme une tendance qu'il y a naturellement dans les empires. Et justement, le fait de- d'effacer les nations, de transformer les nations en communautés, folkloriser les nations, c'est une manière pour l'élite de se détacher. Puis c'est pour ça que moi je dis souvent, puis je vais peut-être en choquer des auditeurs en disant ça, que moi je dis souvent que c'est pas les Québécois qui ont le plus payé du rapatriement de la Constitution, c'est les Anglo-Canadiens. C'est la nation anglo-canadienne qui a le plus payé pour le rapatriement. Pour une raison simple, Ah, ça, c'est intéressant. c'est que parce que ils sont où les Anglo-Canadiens aujourd'hui? Les Anglo-Canadiens sont plus à Toronto. Ouais. Les Anglo-Canadiens sont reculés dans les régions, dans les provinces. À Toronto, c'est devenu une cité complètement multiculturelle. La De majorité de la moins en population moins n'y est des... pas née, là. Excuse-moi, Mhm, ça, il faut le rappeler, là, c'est quand même un chiffre qu'il faut rappeler tout le temps. La majorité de la population de cette région n'est pas née là. mhm. C'est à ce Ils ont, niveau-là. Ils ont été complètement exclus de la cité, puis c'est ce qui explique, entre autres, l'espèce de drôle de rapprochement qu'on voit entre les anglophones puis le mouvement national des Québécois. Ils se reconnaissent plus vraiment dans le Canada. Sont devenus une communauté parmi d'autres. D'ailleurs, les Anglo-Canadiens, bon, il y en a peut-être qui vont dire que je me trompe là-dessus, là, mais c'est approximatif, mais ils n'ont jamais été vraiment une nation, les Anglo-Canadiens, parce qu'ils se rattachaient auparavant à l'Empire britannique. C'était des Britanniques, c'était des Anglais. Nos parents disaient que c'était des Anglais, nos grands-parents disaient que c'était des Anglais. Aujourd'hui, c'est des Canadiens d'expression anglaise. Ben, des Anglo-Canadiens, mais je pense que ça pourrait choquer certains anglophones d'entendre une chose comme celle-là. Mais en même temps, les anglophones, contrairement aux Québécois, n'ont jamais cherché à faire nation. Puis, j'irais jusqu'à dire qu'ils n'ont jamais voulu devenir indépendants. Les Anglo-Canadiens n'ont jamais voulu se détacher de l'Empire britannique. Je pense qu'ils étaient très bien à l'intérieur de l'Empire britannique. Puis 1982 leur est arrivé un petit peu sur la tête. Puis ils l'ont pas trop compris, je pense. Puis, en fait, ils commencent peut-être à le comprendre maintenant. On le voit là qu'il y a des mouvements commencent à être qui ont été tannés du trudeauisme et tout ça. Donc, on Ben, s'éloigne un peu non, mais moi, de la je trouve distance, ça mais fascinant parce que c'est quelque chose que je partage. J'ai souvent eu la réflexion, puis je pense que effectivement, les Canadiens anglais euh, ont pas compris ce qui se passait. Ils se sont réveillés il y a quelques années en se disant: «Oh, le pays a complètement changé. À de très nombreux endroits, on est rendu minoritaire et on ne peut plus être le cœur de la décision politique au Canada.» La preuve étant qu'il n'y a plus un seul candidat premier ministre du Canada qui ne va pas être dans une forme de. Tu sais, qui ne va pas aller dans un temple sikh, faire les fêtes hindoues. Je veux dire, c'est un passage obligé. Ce n'est plus. C'est pas juste un candidat qui veut gagner des votes des communautés, c'est une exigence pour et occuper le tous poste. les Il grands faut que tu mettes le partis, bandeau puis que tu ailles faire la prière, sinon tu ne seras pas premier ministre. C'est rendu ça la réalité. Et il y a évidemment beaucoup de Canadiens anglais qui se disent c'est pas ça notre culture, c'est pas nos valeurs, mais c'est
hors de contrôle pour eux. Parce que pour vraiment, moi, je pense qu'il est trop tard, ou en tout cas peut-être pas, là, mais il y a comme il y a ce décalage-là entre le moment où ils ont pris conscience que peut-être que le Canada s'en allait pas où ils voulaient, puis leur capacité d'action aujourd'hui. Là. Mais Il y a eu. Vas-y, vas-y. ben, c'est quoi que si dans ce temps-là, s'ils se sentent menacés ou que eux autres aussi, ils se sentent que comme ça s'efface, pourquoi ils continuent à, comment je vais dire ça, voter, mettons, pour un parti comme Mark Carney qui continue à augmenter l'immigration, qui fait aucune mesure, peu importe, pour comme intégrer les immigrants à la culture qui viennent dans le fond s'installer. Mais est-ce Qu'est-ce que qui c'est eux passe? qui ont voté pour Mark Carney? Ça, c'est déjà une bonne question. Ouais, ouais, ça c'est nous. Ouais, Mais c'est bien plus les Québécois qui ont voté pour Mark Carney, même en Ontario. C'est la première fois depuis longtemps que l'Ontario n'a pas élu le gouvernement. fait que ça veut dire que dans cette optique-là, c'est qu'ils ont des cloches qui sonnent, mais qui. Pardon? On t'a perdu, t'as dit, On a il y a des cloches perdu. qui sonnent. Ah, j'ai dit ben, qu'ils ont des cloches qui sonnent, puis que, tu sais, dans le fond, c'est nous qui est venu stopper cet élan-là, mais comme, tu sais, je me dis, ils sont encore là en train de dire, ah, c'est le multiculturalisme canadien, c'est quand même ça. Tu sais, comme, mettons, à part les Blancs, je trouve, de région, mais tu sais, ils vont quand même, on dirait, rapporter ce discours-là. Pas partout, là, mais il y en a quand même qui vont rapporter ce discours-là, ou peut-être le fait que ce qu'on voit le plus, c'est les régions populées qui rapportent cette là du Canada qui font en sorte que peut-être que c'est pour ça que j'ai cette perception-là. Mais ouais. Mais c'est sûr que là, en ce moment, avec tu sais, ta question, on pourrait la poser aussi, pourquoi est-ce que les Québécois, puis c'est des questions difficiles, là, mais pourquoi est-ce que les Québécois eux-mêmes ont voté pour Mark Carney alors qu'on défend notre propre culture, puis c'est le Parti libéral, qui cherche le plus à effacer notre culture. On a voté pour Justin Trudeau en 2015. On a voté massivement pour Pierre-Éliott Trudeau et pour le Parti québécois de René Lévesque, l'année exacte, je ne sais plus, là, 1981. Là. Ouais, Mais en tu même sais, temps. il y a beaucoup de paradoxes comme ça. Tu sais, puis je pense que la réponse simple à ça, c'est tout simplement de dire que les gens ne votent pas pour un seul enjeu. Mhm, Puis ça, des fois, je trouve que nos commentateurs politiques, ils brillent pas point quand ils disent Ah, les Québécois sont cons, ils sont masochistes. Non, non, c'est parce que il n'y a pas juste un enjeu dans la vie, puis les partis, ils présentent un programme, puis on vote aussi pour la personne qu'ils représentent et des choses comme celle-là. Là. Mais oui, des fois, on vote contre certains de nos intérêts. C'est juste normal, on vote pas pour chacune des décisions. Fait que je pense que ça répond un peu à ta question, Laurie. Pourquoi est-ce que les Anglo-Canadiens voteraient, par exemple, pour le Parti libéral? Il mhm, y a le vieux loup qui dit que c'est à cause de Trump qui a fait peur aux Canadiens, puis les libéraux qui ont réussi à faire croire que c'est eux seulement, eux qui peuvent le battre. Pour Et ça, empêcher la c'est un droite de paradoxe. rentrer, Ça, la campagne de Trump a fait. Fait que tout. Bon, ok. Vas-y. Mhm. Vas-y, Ouais, c'est ça. Ben, il y a des paradoxes québécois, puis encore une fois, pour les indépendantistes, c'est important d'en prendre conscience aussi, parce que le fait de comprendre le Canada comme un empire et non pas comme une espèce de satellite de l'Empire britannique, ça change la manière de comprendre les choses. Lorsque le Canada, c'est le principal antagoniste du Québec, c'est-à-dire notre principal défi existentiel, mais oui, on va se renforcer puis on va se battre contre le Canada. Mais quand ça devient les États-Unis, qui devient la menace existentielle pour le Québec, ben le Canada peut paradoxalement devenir, en tout cas à nos yeux ou dans notre perception, un comme une refuge. protection parce qu'on a déjà des gains, parce qu'on a déjà on a une certaine place dans le Canada, puis je comprends qu'il y a plein de choses qu'on peut se battre, mais ça reste que l'impérialisme du jour 1 peut devenir du contre-impérialisme le jour 2. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on oublie que les États-Unis, c'est pas juste Ottawa qui menace, mais c'est le Canada dans son ensemble, puis ça inclut le Québec. À moins que j'aie manqué une déclaration où Trump a dit je m'attaque au Canada au complet puis pas au Québec, là. Ça se peut que j'aie manqué ça, mais sinon, je pense qu'il vise tout, puis entre autres,
Mais l'aluminium, c'est au Québec qu'elle se produit, puis c'est entre autres là-dessus qu'ils ont mis des tarifs, par exemple. Ouais. Moi, Donc, sur... ça, c'est... Mhm. Non, fini, Vas-y. excuse. Je pense que t'avais fini. Non, non, vas-y. Ben, parce que moi, sur ce point-là, euh, je suis d'accord, mais là où je trouve qu'a été un enjeu de cette élection-là, c'est que les choses n'ont jamais été posées clairement. Je veux dire, à partir du moment où la réalité, là, pour moi en tout cas, la réalité des rapports de force, c'est que qu'on soit dans le Canada ou qu'on ne soit pas dans le Canada, si les États-Unis décident de prendre des actions hostiles envers nous, il n'y a aucun moyen qu'on résiste. Je veux dire, au niveau très, très brutal là, des rapports de force militaires, là, par exemple. De ce point de vue-là, il n'y aurait aucune chance. Du point de vue économique, il n'y a aucun exemple des États-Unis qui ont réel, à part Cuba, là, qui ont asphyxié une économie, qui ont vraiment réussi à asphyxier une économie. Puis on n'est pas une menace en tant que Québécois aux États-Unis. J'ai l'impression que il y a toutes sortes d'arguments, là, puis c'est peut-être pas la meilleure façon de les formuler, mais il y a une panoplie d'arguments qui auraient pu être opposés à cette lecture des événements qui disait ben, le Canada, c'est comme ça peut être notre allié face aux États-Unis, alors que pour moi, le Canada, ça ne peut pas être notre allié face aux États-Unis, c'est une menace existentielle. Euh, puis je comprends qu'il y a des combats, puis à des moments, il faut mener un combat plutôt qu'un autre, mais je pense qu'il y avait un narratif possible où le Canada n'était pas l'alternative. L'alternative, c'était puiser dans nos ressources, dans nos forces, dans ce que nous, on a de plus fort pour s'opposer cette menace-là américaine. Puis, à mon avis, là, ça n'a pas été assez fait dans cette campagne-là, parce que ce n'est pas la stratégie qui a été adoptée par le camp, disons, souverainiste. Là. Mais je pense que ça a manqué, puis ça peut faire des dégâts à moyen terme, ce genre de choses-là. Tu sais. Mais là, bon, je pense qu'on est dans la stratégie politique. Si on transite un peu c'est vraiment intéressant, là, merci Vincent. Je pense qu'on a quand même touché des questions de fond, puis on a pu explorer des concepts qu'on a rarement la chance d'explorer euh, même ici à Oui en direct, autant en profondeur. Fait que ça, c'est apprécié. Moi, je voulais revenir à la publication Facebook qui m'a fait, que tu m'as envoyée et que j'ai trouvé super intéressante, que vous avez faite à la différence québécoise. Puis on y reviendra après, mais le Québec, c'est l'histoire d'un peuple parlant français, installé aux alentours du Saint-Laurent, ayant cohabité avec des Autochtones. Le Québec, c'est une aventure imparfaite qui mérite certainement d'être non pas idéalisée, mais valorisée. Le Québec, c'est l'héritage d'un républicanisme français ayant côtoyé le libéralisme anglo-saxon et doté de l'esprit d'entreprise de l'Amérique. En somme, le Québec, c'est le résultat d'une combinaison propre à nous. Je trouve ça vraiment joli. Il y a de la plume. Puis on va le voir après dans l'article que tu as écrit dans Le Devoir aussi. Mais, mais je pense que la première partie, on en a quand même surtout ce qui était imparfait, mérite non pas d'être idéalisé, mais valorisé. Mais j'aimerais ça juste que tu nous fasses un petit topo sur pourquoi tu te dis ça, l'héritage d'un républicanisme français ayant côtoyé le libéralisme anglo-saxon, de l'esprit d'entreprise de l'Amérique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rédiger ça? Comment tu l'as... Ben oui, puis ça fait un beau lien avec la discussion qu'on avait, tu sais, le Québec, qu'est-ce qu'il essaie de protéger, qu'est-ce qu'il essaie de défendre, ou poser autrement, qu'est-ce que c'est l'intérêt national du Québec, qui n'est pas le même intérêt national, je crois, que le Canada. Ben, c'est toutes nos particularités, puis on a tendance à souvent le ramener à la langue française. Moi, je pense que c'est plus large que ça. Je pense qu'il y a toute une série de valeurs, de racines, il y a toute une constellation d'éléments qui font ce que nous sommes. Puis, j'aime le résumer en trois éléments: un territoire, une langue et une histoire. C'est ça qui apparaît dans ce passage-là. Le territoire, qu'est-ce que c'est? Mais c'est essentiellement le fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment ce qui représente ce qu'on est. Par ailleurs, on n'a jamais été capable de nous enlever de là depuis la conquête. C'est vraiment la naissance du peuple qu'on appelait jadis Canadien, qu'on appelle aujourd'hui Québécois. C'était le fleuve Saint-Laurent. Ensuite, évidemment, il y a la langue française. Il y a aussi la défense de la langue. Il y a aussi tout ce qui se constitue autour de la langue. Et finalement, ben, il y a l'histoire qui mène à ce qu'on est aujourd'hui. Parce que non, on n'est pas des immigrants arrivés en 1960, les Québécois. En forte majorité, c'est nos ancêtres qui sont arrivés il y a environ 4 siècles.
et qui ont aussi, et on ne dit pas assez souvent, ils ont cohabité pendant très longtemps avec les peuples autochtones pendant environ 160 ans. Il y a eu des relations d'alliance, des relations d'amitié et des relations culturelles qui se sont développées. Mhm. Sans eux, on n'aurait pas pu survivre, on n'aurait pas pu exister en tant que peuple. Et la marque qu'ils ont laissée sur nous, elle existe encore aujourd'hui. Puis ça, j'en parle entre autres dans le livre. Il y a évidemment des éléments qui nous viennent de la France. Ben, d'abord, ne serait-ce que la langue, on peut pas parler français si on n'est pas français. En fait, si on n'a pas une marque dans la culture française, mais il y a aussi une partie de nos institutions, une partie des choses qu'on est, qui héritent de ça. Les Britanniques nous ont laissé les institutions. Donc, notre Parlement, c'est vraiment là, l'inspiration britannique. Mais si on regarde notre attitude par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes dont j'ai parlé plus tôt, ou l'aspect, la valorisation de la famille. Puis la valorisation de la famille, c'est drôle, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de très intuitif, mais par ailleurs, ça nous est revenu cette semaine quand on a retrouvé la fillette qui était disparue. Et ça a vraiment fait une onde de Incroyable. choc partout au Québec. Là, ça m'a Incroyable. vraiment moi-même touché. C'est peut-être parce que je suis oncle depuis quelques années, mais c'est quelque chose. Puis ça, je peux pas comparer avec d'autres endroits, mais ça m'a vraiment donné l'impression, en tout cas, qu'on accorde une importance particulière aux familles. J'ai plusieurs statistiques sur la famille au Québec, mais le noyau familial, le nid familial, la conception des relations, c'est lié avec le rapport entre les hommes et les femmes, mais du père, de la mère dans la famille, et on peut transposer à d'autres modèles familiaux. En gros, ça, il est complètement différent. Il y a un rapport beaucoup plus égalitaire entre les parents au Québec et les pères, par exemple, sont beaucoup plus investis dans la famille. C'est presque 100% des pères qui prennent un congé parental au Québec, alors que c'est moins du quart dans le reste du Canada. Où est-ce Les que. pères et les mères accordent une plus grande importance à l'investissement des deux parents dans la famille. Et ça, peut-être pour terminer rapidement, Nando, Ouais. je ne crois pas que ça vienne des Français, puis je ne crois pas que ça vienne des Anglais, cette différence-là. Donc, par conséquent, je suis assez convaincu que c'est un héritage de la culture, la créolisation de la culture avec celle des Autochtones. OK, donc à ton avis, c'est ça le substrat, là, ça vient de. Ce serait plutôt ça qui aurait donné ce type de relation-là familiale très forte. OK, ben c'est Sinon, ça viendrait de où? C'est ça la question. Ben j'imagine. Ben ouais. C'est super intéressant comme proposition. Euh, Parce qu'il existe des. Moi, j'aime beaucoup la biologie, puis il existe le concept d'acceptation. Je sais pas si tu connais, mais c'est. Hmm. Ben, souvent, il y a des tendances évolutives qui vont aller dans une direction. Là. Par exemple, les hyènes, là, ça c'est l'exemple que je connais très bien. Mais les femelles hyènes sont plus grosses, plus dominantes que les mâles. Ce qui est le résultat d'une production de testostérone beaucoup plus grande chez elles, par exemple. Mais cette dynamique évolutionnaire chez les hyènes a donné aussi lieu à quelques petits éléments, comme le fait qu'elles ont des organes génitaux beaucoup, beaucoup plus grands que ceux des mâles. Puis pendant longtemps, les gens se demandaient, mais pourquoi ils ont des organes génitaux beaucoup plus grands? Puis ils se focalisaient sur l'organe génital en soi, en demandant pourquoi c'est si gros, le vagin des hyènes, pourquoi c'est si gros. Euh, puis ils essaient de déterminer que ça avait ça proprement une utilité évolutive. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est juste le fait de la forte propension de testostérone des femelles hyènes. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on se focalise sur un résultat, on oublie que ces genres de résultats-là peuvent être produits par une séquence d'autres conditions qu'on ne peut pas voir nécessairement. Ce qui était très en lien, ce qui expliquait, je reviens à ce qu'on a dit au début, mais sur les piscines, par exemple, c'est vraiment ça, là, dans le fond. On se concentre sur le nombre de noyades par habitant, puis on dit, ah, ben là, c'est peut-être parce qu'on est plus pauvre. Finalement, tu te dis, il y a juste plus de piscines, fait que c'est normal qu'il y ait plus de noyades. Bref. C'est peut-être ça, notre culture a peut-être produit d'un mélange spécifique à notre territoire, à notre réalité, euh, ce Mais moi, genre de rapports-là familiaux, ou entre hommes et femmes, là. moi, Sans discréditer la thèse de l'héritage autochtone. Puis d'ailleurs, de toute façon, ce serait
ils seraient intégrés parce qu'ils font partie de notre culture. Mais... Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Vincent, parce que je pense que c'est la semaine dernière, j'ai lu un article de la presse que, dans le fond, il interrogeait les immigrants, comme quoi que depuis qu'ils sont au Québec, ils doivent réapprendre le rôle d'être père, comme quoi que... Ben, je disais des trucs qui étaient un peu contradictoires parce qu'ils disaient comme quoi que ici, on était plus individualiste, puis que souvent dans les communautés de l'autre côté de l'océan, ben c'est plus, mettons, toute la communauté qui vont élever une personne, tout ça. Puis au contraire, il y en avait d'autres qui disaient, ben on doit réapprendre à faire notre rôle de père parce que les Québécois, ils sont plus affectueux, ils ont plus tendance à valoriser leurs enfants, à leur dire qu'ils les aiment, à être, vraiment donner des câlins, tout ça, chose qui n'était pas nécessairement confrontée à ça normalement. Puis ça me fait vraiment penser à ce que tu dis parce que, moi, j'ai passé un séjour dans les nations autochtones Innu de Ecépit et Pessamit. Puis c'est vraiment le contact physique et vraiment tout ça de valoriser l'autre, de lui dire qu'on l'aime. Tout ça, ça fait vraiment du sens avec ce que tu dis parce que, mettons, j'ai vu qu'il y avait déjà ça là-bas. Fait que je peux le voir que le lien que tu fais entre les deux. D'ailleurs, les Inuits, c'est un des premiers peuples avec lesquels on a eu contact. Parce que en arrivant ici en 1603, Champlain, il avait fait un, puis ça on l'a complètement oublié, pourtant c'est fondamental dans l'histoire du Québec, là. C'est la Grande Tabagie de Tadoussac. C'est ce qui a précédé la fondation de Québec. Ça a été un gros party qu'ils ont fait avec les Inuits, les Algonquins, les Malécites. C'était les Inuits qui les avaient reçus. Puis, dans le fond, c'est à ce moment-là qu'ils ont accepté, les Autochtones ont accepté que les Français viennent s'installer à Québec, ce qui est à peu près unique dans le monde européen qui a été visité d'autres endroits. Des Autochtones ont permis à des Européens de venir s'installer. Et conseille aux gens qui veulent faire un musée national de l'histoire du Québec d'inscrire justement les chefs autochtones de ce party-là, de la Grande Tabagie, comme fondateurs de Québec. Ça, c'est pas abusé d'avoir une pensée comme celle-là. Anada Bijou, là, qui était un chef Innu, justement, devrait, selon moi, être considéré comme cofondateur de la ville de Québec avec Samuel de Champlain et d'autres personnes qui étaient là. Mais oui, fait que moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, je le savais même pas. Puis ça, tu vois, ça vient juste enrichir encore plus cette réflexion-là, là. Mais je trouve ça aussi le fun, qu'est-ce que tu dis sur la fondation de la Ville de Québec, parce que je pense que c'est le genre de truc que, moi, j'aurais jamais pensé à ça, mais quand on y pense, justement pour montrer le fait que, quand je peux dire ça, mais comme tu dis, dans le fond, que quand on est arrivé, mais c'était vraiment une cohabitation, là, dans le fond, puis que c'était vraiment comme plus une nation égale à égale, mais on s'est comme réapproprié un mérite, dans le fond, qui est équivalent. Puis je trouve que qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment une bonne idée parce que justement, ça ouvre la porte là, vers la réconciliation de manière plus approfondie parce que, dans le fond, ben, Innu, ça veut dire humain en Innu Aimun, dans le fond. Fait que ça inclut tout le monde. Fait que pour eux, dans leur culture, ben, comme techniquement, on est tous des Inuits. Puis après ça, ben, les choses ont changé, mais c'est pour ça que je trouve ça super intéressant ce que tu avances, parce que c'est le genre de truc que moi, mettons, j'aurais jamais pensé, mais dans le fond, c'est tellement, ça serait tellement de base de justement donner à ceux qui ont contribué et non juste le crédit de colonisation française. Mais oui, mais j'ai des écrits aussi là-dessus. Les Autochtones, c'est une question qui vient beaucoup me chercher, puis je pense pas, je suis pas le seul, là, visiblement, aussi. Mais ce serait même pas exagéré de dire une chose comme celle-là. Ce qui est triste, c'est que, en fait, comme tu l'as mentionné, on a cohabité très longtemps dans une relation de relative égalité avec eux parce que on était peu nombreux à l'époque et on avait besoin des Autochtones pour survivre. Et lorsqu'est arrivée la conquête britannique, les Anglais ont rapidement instauré une hiérarchie raciale. Puis, pour être reconnu aux yeux des Anglais comme pour avoir des privilèges anglais, ben, on a nous-mêmes qui avions du sang autochtone, qui avions aussi une culture partiellement autochtone, on a travaillé à l'effacer pour obtenir des privilèges aux yeux des Anglais. Je l'explique dans une vidéo que j'ai fait, là, on peut le retrouver là, sur mon Facebook, là, sur YouTube, je l'ai mis aussi, là. Mais il y a tout un processus d'occultation qui a été fait. Fait que les 160 ans d'histoire qu'on a eu avec les Autochtones, on les a en gros effacés. Puis de 1840
jusqu'à peu près aujourd'hui. On a un peu mis ça dans l'oubli parce que notre autochtonité, dans le fond, le caractère, l'influence autochtone sur notre culture, ça devenait une source de honte pour nous parce que c'était une grande période de racisme. Mhm. Les années 1800, il y avait beaucoup, beaucoup de racisme. Il y avait de la hiérarchie ce qu'on appelait des races à l'époque. Et c'est ça, donc, pour obtenir des privilèges, bon, c'est ce qu'on a fait. C'est effectivement le vidéo, puis l'image qu'on voyait là tout à l'heure, elle illustre bien, ouais, celle-là ici. À gauche, rapidement, on a la Nouvelle-France en bleu, en rouge, les États-Unis. Mais la Nouvelle-France, évidemment, on n'était pas tant de monde que ça, là. On était surtout autour du Saint-Laurent. Pourquoi est-ce qu'on montrait autant de bleu? Ben, c'est parce qu'on considérait que les alliances autochtones, c'était des territoires français. Puis les Anglais, ils acceptaient ça parce qu'on était alliés avec les Autochtones à l'époque. Ça, à partir de 1701, ça incluait même les Iroquois, qui étaient nos ennemis avant. C'était surtout les ennemis des Inuits et leurs alliés. Mais on a fait la paix en 1701, la Grande Paix de Montréal, qui est l'autre événement super important qu'il faut qu'on se rappelle. Je pense qu'on va avoir une journée nationale pour ça. Puis le tableau à droite, Ce serait il beaucoup est encore plus. plus précis, celui-là. Parce que là, on le voit mal, là, mais il y a les villes, dans le fond, les villes nouvelles françaises qui étaient comme Vincennes, comme Montréal, comme etc. Puis le Détroit, par exemple, qui étaient des villes françaises en plein territoire autochtone pour faire le commerce des fourrures. Donc, ça démontre qu'on les a pas tassés de leur territoire. On était installés sur leur territoire, puis évidemment, c'était eux qui faisaient le commerce des fourrures parce que c'est eux autres qui savaient chasser. Donc, on avait créé une alliance économique, une alliance militaire, une alliance politique, etc. Puis ça a duré 160 ans, 150, 160 ans. C'est pas banal, là, ça, dans notre histoire. C'est marqué à l'intérieur de nous. Puis on met pas, c'est pas dans notre mémoire, on s'en rappelle pas. Donc, ça ne peut qu'avoir eu cette influence-là. Je suis convaincu que la différence québécoise est partiellement influencée de ça. Vraiment intéressant, puis Oui, c'est ouais. super. Ouais, c'est une belle façon. On en parle beaucoup. J'étais à la. Pardon, aux IPSO, là, il y avait leur 30e anniversaire vendredi passé. Les intellectuels pour la souveraineté, si je ne me trompe pas, c'est ça le sigle. En tout cas, puis Michel Seymour qui était là, il parlait beaucoup justement avec André Binette, quelles sont les relations qu'on peut bâtir, puis comment créer ça. Je trouve que tu as une belle perspective, puis une belle proposition aussi, d'aller trouver dans nos racines communes des choses qui lient nos nations, qui lient nos peuples, puis qui montrent aussi qu'en fait, à certains égards, on est aussi les mêmes, même si on a nos différences, puis qu'il faut les protéger, les valoriser, là, mais qu'on a aussi une histoire commune en soi qui peut nous fédérer, puis nous donner envie de vivre ensemble. Donc, super intéressant. Ça m'a fait penser, je vais sortir ce que Nicolas disait, l'héritage premier des peuples autochtones à la nation québécoise et son attachement à la nature et la conscience de l'autre. Moi, je pense que ton site peut nous aider à répondre à ce genre de questions. Je ne sais pas si à cette question-là, spécifiquement, il peut nous aider, mais je voulais que les gens puissent apprendre à l'utiliser parce que il se peut que dans l'avenir, vous ayez parfois à discuter avec des gens, que vous ayez à leur faire valoir des arguments ou juste à leur présenter des idées que vous avez, si vous voulez vous nourrir votre réflexion. Mais je pense que c'est un site qui peut vraiment être utile pour ça. D'ailleurs, je suis certain qu'à Génération Oui, on va l'utiliser. Et je me demandais, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment on peut utiliser ça? Si tu es capable de prendre l'exemple de Nicolas, tant mieux, sinon, c'est pas plus grave. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans notre culture, qui est en lien avec notre attachement à la nature ou la conscience de l'autre? Euh, C'est philosophique comme question. Peut-être. Je sais pas si j'ai une statistique là-dessus. Par contre, ben, écoute, on pourrait l'utiliser quand même pour explorer des choses. Mais Ouais, peut-être rapidement, là, pour expliquer le site web, on a vraiment travaillé pour que ça soit très simple à utiliser. En gros, là, il y a deux interfaces. En fait, il y en a une principale, c'est celle qu'on voit maintenant, avec, dans le fond, les différences québécoises, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des brèves. Et l'autre place qu'on n'est pas obligé d'aller voir, là, c'est le à propos, où on a un petit peu une description. Puis d'ailleurs, on invite les gens à nous soumettre une différence québécoise si vous en trouvez une.
soumettre une différence, formulaire, faites juste nous l'envoyer, puis on les a pas toutes, hein, c'est pas exhaustif, qu'est-ce qu'on a? Il y en a, on en découvre à tous les jours, des gens m'écrivent pour m'en envoyer, on les ajoute à mesure qu'on peut. Donc, c'est message à tous. Puis, évidemment, il y a un petit lien pour le livre. Et dans le fond, c'est ça. Ça, c'est l'interface là, de base. Si tu peux revenir, Ouais. Nando. Puis, on pourrait faire, par exemple, là, environnement. On parle de la nature, environnement. J'imagine qu'il y a une catégorie Ouais. environnement. Ouais, en fait, c'est peut-être mieux si tu vas dans. Ouais, c'est ça, Ok. catégorie environnement. Puis, tu enlèves ça. Parce que là, il va nous trouver les mots. Parce que tu vois, c'est un bon test qu'on fait. C'est que si on va dans termes Mhm. de recherche, on va aller dans les mots de la recherche, tu vas dans catégorie. On a tout catégorisé les données, là. Ah, tiens, Là, cherchons je les nature. vois. Ah, Je les vois pas nature, il n'y en très a bien. pas. Non, nature, ça me surprend pas qu'il n'y en ait pas. L'environnement, tu sais, on a tout ce qui est ressources naturelles, lutte au changement climatique, gaz à effet de serre. Une statistique dont je parle dans l'article de la fierté au Québec, là, l'article Hmm. l'année passée là, qu'il y avait dans ma publication, c'est qu'au Québec, on est de loin la province qui produit le moins de gaz à effet de serre par habitant. Évidemment, c'est beaucoup grâce au choix qu'on a fait au niveau de l'énergie au Québec. On est allé dans l'hydroélectricité et clairement, ça fait une grosse différence. Parce qu'il y a pas une province que c'est comparable, là, même si, comme l'Ontario a aussi de l'hydroélectricité ou Ah, bon, là, ici, d'autres. le ROC émet 73% plus de CO2 par personne que le Québec, par exemple. 73% de plus, là, C'est c'est quand beaucoup, là, même c'est vraiment quasiment le beaucoup. double. C'est ça. Puis là, on va pas. Tu sais, Pensez que l'Alberta, c'est moi, combien? Ça doit être j'ai quelque sûrement un chose. tableau pour ça quelque part, mais là, Ah je l'ai ouais? pas en tête là. Mais oui, c'est super intéressant. Mais oui, les sables bitumineux, ça consomme énormément de gaz à effet de serre, on le sait. Puis là, je vois tout de suite ceux qui vont nous dire ah ben là, c'est pas de notre. Puis ça, c'est drôle qu'on se dise ça parce que les États-Unis se disent pas ça, l'Ontario se dit pas ça, mais tu sais, ah, c'est pas de notre faute c'est parce que nous, on a de l'hydroélectricité. En passant, là, on n'était pas obligé de l'exploiter, l'hydroélectricité, là. On aurait pu aller vers le nucléaire, on aurait pu aller vers plein d'autres choses. Le gaz Tu sais, naturel, faire maintenant, le on choix sait de aussi. l'hydroélectricité, là, ça s'est pas fait en claquant des doigts, là. Ça a été un combat, puis ça a été une lutte, puis c'était vraiment avant-gardiste. Puis des fois, je vois même des dirigeants là, du mouvement souverainiste dire ah non, on est chanceux, on est dommage. Non, tu sais, c'est comme de ne pas réaliser tout le combat, la lutte sociale qui a été faite pour la nationalisation, pour la réappropriation, pour que ça nous appartienne. Tu sais, on dirait que c'est toujours l'espèce de réflexe de on est né pour un petit pain, puis dès qu'il y a Mhm. quelque chose de solide qu'on a fait, ça arrive, ben c'est comme ah ben c'est pas de notre faute, tu sais. C'est Ou c'est vraiment pas si incroyable. Mhm. Le mmh, Québec exporte quand même, tu sais, des ingénieurs exportent son savoir-faire dans le monde entier. On a un des centres de l'innovation en électronique qui est parmi les Mhm. plus étatiques, là, qui est les plus productifs dans la planète. Je veux dire, c'est pas assez dit, mais Hydro-Québec, c'est énorme, puis c'est un bijou technologique, là. Le monde entier regarde ce qu'on fait, là. On a aidé des pays à bâtir Pendant euh, Pendant leur longtemps, Hydro-Québec, ça a été la plus grosse entreprise d'hydroélectricité dans le monde. Je pense que c'est un site russe qui parle de ça, là, j'avais cette source-là. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a une usine chinoise, pas une usine, mais une entreprise chinoise qui a dépassé Hydro-Québec parce qu'eux autres aussi ont beaucoup d'hydroélectricité. Mais bon, avec le temps, on est arrivé deuxième, peut-être troisième, mais de mémoire, on est deuxième après celle-là. Mais pendant une période de temps, on était première. On a développé des technologies de transport, de conservation d'énergie. Je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, mais qui était hyper avant-gardiste. Hydro-Québec, c'est vraiment un fleuron. québécois, là, à 100%. J'ai fait l'exercice. Euh, bon, là, malheureusement, c'était pas aussi cool que je voulais, tu sais. Mais Hydro-Québec, ça reste une puissance énergétique là, en soi. C'est une entreprise qui est une puissance énergétique. Même en Amérique du Nord, là, c'est dans les 20 entreprises énergétiques les plus puissantes qu'il y a, là. Je veux dire, même aux États-Unis, on serait un gros joueur si on était là-bas, parce que c'est concentré dans quelques grosses entreprises pétrolières, là. Mais ça pèse, là, c'est lourd comme entreprise, puis ça a de l'influence, c'est du pouvoir. Puis en plus, c'est une énergie d'avenir, contrairement à une énergie pétrolière. Effectivement, c'est ça. Puis c'est notre savoir-faire qui est dedans. Moi, je trouve ça vraiment Mhm.
Vraiment, Puis on vraiment réalise stimulant. pas, tu sais, on est indépendantiste, on dit l'indépendance, mais on réalise pas à quel point l'énergie, c'est un enjeu névralgique pour un pays indépendant, pour l'autonomie d'un pays, pour la souveraineté, l'autodétermination d'un pays. Regardez partout dans le monde à quel point l'enjeu énergétique, c'est majeur. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile que ça de faire la transition énergétique? C'est parce que l'énergie, c'est ce qui fait le fonctionnement d'une société. Puis nous, on a la chance non seulement d'être autonome, complètement indépendant en termes d'énergie, en plus, on n'aura pas besoin de faire la transition. Elle est déjà verte, notre énergie. Regardez, il y a une carte énergétique, là, ça, je ne l'ai pas dans les différences québécoises, mais ça vaut la peine, là, je pense que c'est Energy Map, quelque chose comme ça. On voit tous les endroits dans le monde, l'énergie verte et tout ça, puis on voit que le Québec, c'est à peu près l'endroit dans le monde où l'énergie est la plus verte. Je pense que genre la Finlande, là, c'est à peu près ou Je un des pense que je pays l'ai. nordiques qui a un meilleur potentiel que... Ouais, tu l'as, that's it. Ouais. Là, bon, il montre que c'est bien vert, là, mais quand on regarde dans les détails, là, il y a juste un pays qui est meilleur que le Québec dans bon, certains paramètres. Là, il faudrait que je peux pas y aller de mémoire comme ça, mais le Québec a un potentiel de débile en termes d'énergie. Puis c'est pas juste pour faire joli puis pour faire sympathique, là. Dans l'avenir, c'est un avantage stratégique extraordinaire qu'on a, là. C'est majeur. Fait que, J'imagine plusieurs cartes en plus. Mais effectivement, ça nous positionne de manière extrêmement stratégique. Puis, ben, c'est ça, c'est de l'avenir, c'est du présent aussi. C'est déjà une force. C'est déjà une force. Je veux dire, demain, on pourrait quand même, en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est déjà une puissance qui nourrit d'autres provinces, qui nourrit d'autres États américains aussi. mhm. Puis ça, c'est entre nos mains. Puis franchement, en tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans l'abstrait, mais c'est entre les mains du peuple québécois. C'est une entreprise qui nous appartient collectivement, puis qui est une fierté nationale. Donc, bravo Puis d'avoir ça, fait en ça, puis soi, de s'être battu pour l'avoir fait, là. le fait en soi d'avoir nationalisé l'hydroélectricité, c'est une différence québécoise parce que ça va à l'encontre de la logique du libéralisme anglo-saxon. Au Québec, puis ça, c'est dans les conclusions de l'ouvrage, puis quand on regarde les données, puis bref, parenthèse avant d'y retourner, là, mais une grosse différence avec le Code Québec, entre mon livre et le Code Québec, c'est que les sondages d'opinion, c'est 33% des données que j'ai. C'est juste une partie. Alors que le Code Ouais. Québec, bon, Jean-Marc Léger, c'est un sondeur. Il y a une partie de mes données qui sont des politiques publiques, c'est-à-dire les lois, justement la nationalisation de l'hydroélectricité, etc. Donc, ça me permet de croiser plusieurs natures de données différentes. Puis, on a environ la moitié des données qui sont sur des résultats sociaux, comme par exemple les gaz à effet de serre. C'est pas une politique publique, c'est pas une opinion, c'est un résultat social, l'espérance de vie, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Ferme la parenthèse. Justement, toutes ces politiques-là au Québec, lorsqu'on les regarde, on réalise que les Québécois ont davantage tendance à faire confiance à leur État, faire confiance à l'État du Québec, puis avoir le Québec comme celui qui transige entre les différentes organisations de la société civile, alors que dans le reste du Canada, ben, ils sont davantage pour le libéralisme. C'est plus les entreprises privées qui vont gérer, dans le fond, en gros, la société. Alors qu'au Québec, il y a l'État, il y a aussi les entreprises, parce qu'on n'est pas anti-entreprise au Québec. Il y a quand même une forme de libéralisme au Québec qui existe aussi, on le sait. Mais on a aussi tout un pan de la société qui est la société civile. C'est-à-dire, on est la société la plus syndiquée au Québec. On a des gros syndicats, des syndicats nationaux. On a aussi des fonds syndicaux qui jouent un rôle important dans l'économie. D'ailleurs, dans le top 6 des plus grosses institutions financières au Québec, il y a une seule entreprise privée. Dans les 6 plus grosses institutions financières, il y en a juste Ah une. ouais. Il y a rien qui est semblable à ça dans le reste du Canada. C'est toutes des Oh, banques dans le reste du Canada, ou presque. Mais Là. même dans le Je monde, fais ça doit pas être quand tant même d'exceptions. assez. C'est la Banque nationale qui arrive troisième. C'est ça la seule entreprise privée dans les institutions financières. La première, c'est la Caisse de dépôt et placement du Québec. Deuxième, c'est Desjardins, qui est une coopérative. Ensuite, c'est la Banque nationale qui est en troisième. Là, j'y vais de mémoire, mais il y a la FTQ, il y a Fonds d'action. Puis, Bon. ouais.
Donc, c'est des fonds syndicaux, coopératives. Ah oui, il y a Investissement Québec. J'avais dit Canavessis, l'Investissement Québec. Il faut juste revoir le c'est quel numéro, mais c'est dans 4 ou 5e. Fait que c'est ça. Puis deux fonds syndicaux, une coopérative, deux institutions d'État. Ce qui fait en sorte que la société du Québec, dans son organisation, est fondamentalement différente de toutes les autres provinces canadiennes, puis même du Canada comme pays. Fait que quand il y a des Québécois qui se disent ah ben quand on va être indépendant, on va faire pareil comme le Canada. Puis non, on fait déjà pas comme le Canada. Puis lorsqu'on regarde cette organisation-là, moi je me dis ben c'est un pays qu'on a déjà en dessous de nos yeux. Ouais. C'est déjà quelque chose qui, tu sais, quand on a eu là, les tarifs de Donald Trump, puis là, c'est comme, oh my God, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, le premier réflexe que j'ai eu avec la connaissance que j'ai de la différence québécoise, c'est je me suis dit, ben, misons sur ce qui nous différencie, misons sur nos institutions, misons sur nos coopératives. Le Québec a la moitié des coopératives au Canada. Ouais. Donc, on a déjà cet avantage-là. On a des lois sur les coopératives, on a un système qui est différent au niveau de l'économie. Tu sais, à la limite, j'ai envie de dire, tant mieux si les entreprises américaines, tu sais, on va reprendre le contrôle de notre économie. On fait une économie qui nous ressemble. Exact. C'est un petit peu paresseux de dépendre des États-Unis pendant longtemps, là. Absolument. Absolument. Puis je pense que, bon, on y revient, mais je pense que le discours pendant cette élection-là, puis de la résistance québécoise face aux États-Unis aurait pu être différent. Puis c'est ce genre de propos-là qui aurait pu nourrir cette réflexion-là sur. Parce que je ne l'ai pas nécessairement toute faite, mais je pense que des gens qui s'intéressent vraiment à défendre. Non, je ne veux pas dire ça comme ça, mais disons que c'était possible d'avoir ce discours-là de défense des intérêts du Québec sans avoir à faire du Canada un allié. Par exemple, en mettant en valeur, comme tu viens de le faire, tout ce qui nous distingue déjà et qu'on aurait pu bâtir sur ça puis le renforcer. Un autre exemple Vraiment, rapide, là, ouais, Amazon. Tu sais, Amazon qui a décidé de quitter le Québec parce qu'on a tenté de se syndiquer. Moi, j'avais fait souvent, je fais pour ceux que ça tente, vous pouvez me suivre là, sur Facebook, je fais assez souvent des réactions comme ça. Mais j'avais réagi comme quoi c'était une attaque à la différence québécoise. On va se souvenir, là, moi j'ai habité à Saint-Hubert pendant ma jeunesse, puis à Saint-Hubert, si je me souviens bien, c'était en 2004, je me trompe peut-être de l'année, mais dans ces années-là, McDonald's avait fermé une entreprise, c'était juste à côté de chez moi, parce qu'il avait tenté de se syndiquer. À Jonquière, il y a eu un Walmart qui a ouais, tenté de se syndiquer, puis ils l'ont fermé aussi. Donc, Amazon, c'était rien de nouveau. C'était juste, encore une fois, au Québec, on se syndicalise. On est la société la plus syndiquée en Amérique du Nord. Puis ça, j'ai des chiffres là-dessus, encore une ouais, fois. Donc, ça fait partie de ce qu'on est, puis ça fait partie c'est la racine égalitaire qu'on a au Québec. Puis la syndicalisation font partie de ce qu'on est. Amazon, ils font fuck you parce que, bon, vous syndicalisez, mais ils font surtout fuck you au Québec. Puis c'est pas une décision, une politique publique, c'est une volonté un peu naturelle qu'on a chez les Québécois de vouloir des relations plus égalitaires avec le patron, etc. Donc, on syndicalise. Puis, donc, ça fait partie de ce système-là économique qui est différent. absolument. Puis moi, j'ai travaillé au Parlement fédéral avec Louis Chabot, fait que les syndicats, c'était quelque chose que j'ai appris à connaître quand même bien. C'est une réalité tant au niveau public, mais aussi privé. Je veux dire, dans le Canada, là, au niveau privé, il y a à peu près personne de syndiqué. C'est famélique, là. Les taux sont minuscules. Au Québec, c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment marquant comment c'est beaucoup plus présent. Au Canada, il y a un seul syndicat qui a vraiment une voix, qui est, j'ai oublié le nom, là, voyons. C'est pas l'alliance. Non, là, voyons, je sais pas pourquoi bon, en tout cas, ça me reviendra. Mais il y a un seul syndicat qui est comme le syndicat qui représente tout. Puis, t'en entends pas vraiment d'autres, sauf dans des secteurs très spécifiques, alors qu'au Québec, il y a quand même une vitalité syndicale. Tu as la FTQ qui prend vraiment des positions, la CSQ qui va prendre des positions, la CSN, puis il y en a l'Alliance démocratique. Bref, il y en a qui sont actifs. Qu'on soit pour ou contre les syndicats, à la fin, c'est même pas ça. Là, ça fait partie de notre identité. C'est nous. On est comme ça. Donc, c'est une belle façon d'être soi puis de marquer encore notre différence. Euh,
Avant de terminer de clore ce bout-là, moi, je voulais lire ton texte que tu as mis dans le devoir parce que je trouve qu'il est bien écrit. Fait que chapeau à toi. Une belle Merci. plume. Donc, si d'autres l'ont pas lu, je pense que ça vaut la peine. Puis c'est un peu à saveur Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient. Puis c'est un peu le but de l'épisode aussi, là. Euh, donc, le texte de la fierté au Québec, paru dans le devoir le 20, je pense. Ouais, le 20 juin. Euh, donc, Je rappelle peut-être rapidement, Nando, juste le ouais. contexte. C'est François Legault avait annoncé là, le musée de la nationale, le musée pour la nation québécoise en tout cas, puis il avait dit que c'était pour avoir plus de fierté qu'il voulait ça, puis c'était comme pas trop clair qu'est-ce qu'il voulait dire par plus de fierté avec ce musée-là, tu sais, on comprenait pas trop, fait que c'était un peu une réponse à ça. Génial. Ben, je vais en faire la lecture. Le Québec a-t-il besoin de fierté? À en entendre plusieurs, c'est bien ce qu'on pourrait croire. Pourtant, le fait de répéter ce genre d'incantation représente un peu, à la fierté, ce que la nudité est à l'érotisme. Le Québec a peut-être moins besoin de se faire répéter d'être fier que de prendre conscience de ce qu'il est réellement. Le Québec, c'est l'histoire d'un peuple parlant français, installé aux alentours du Saint-Laurent, ayant cohabité avec des Autochtones. Le Québec, c'est une aventure imparfaite qui mérite certainement non pas d'être idéalisée, mais valorisée. Le Québec, c'est l'héritage d'un républicanisme français ayant côtoyé le libéralisme anglo-saxon et doté de l'esprit d'entreprise de l'Amérique. En somme, le Québec, c'est le résultat d'une combinaison propre à nous. C'est ce qu'on a passé une heure à, à tenter de répéter. L'universalisme français. Le mouvement des patriotes a bien représenté l'universalisme français. D'abord par son affront contre l'impérialisme britannique, mais aussi par les assemblées publiques qui ont donné naissance à la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada, revendiquant la liberté sous plusieurs formes, dont l'égalité des droits de tous, autochtones inclus. Cette lutte contre les empires s'est poursuivie, faisant de nous le plus grand trouble-fête du Canada par notre opposition systématique aux guerres impériales de la Grande-Bretagne puis des États-Unis. Je fais une petite pause, mais d'ailleurs, si vous avez jamais lu la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada, c'est vraiment cool à lire. C'est pas très long. Puis on lit des choses, puis on se dit, ah bah ouais, ils étaient en avance sur leur temps. Bon, certains vont dire qu'ils étaient peut-être pas dans la modernité actuelle, mais ils étaient très en avance sur leur temps à l'époque, au moins. Puis je souligne l'actualité de opposition systématique aux guerres des États-Unis au lendemain du bombardement de l'Iran. Où ça, pardon? J'ai pas Ben, compris ce que la vous avez dernière dit. phrase, notre opposition systématique aux guerres impériales de la Ah, Grande-Bretagne puis des États-Unis, ça réfère à l'Afghanistan, l'Irak, puis là, on est dans l'Iran, là, tout de ouais, suite. c'est une nouvelle marche pour eux dans le Mhm. Moyen-Orient. C'est aujourd'hui en bonne partie l'héritage de cet universalisme qui pousse la jeunesse québécoise à s'opposer aux conflits mondiaux et à se dire citoyen du monde. La spécificité du Québec apparaît de manière encore plus concrète dans notre quotidien. La raison pour laquelle certains affirment que nous sommes le paradis des familles en Amérique du Nord s'explique par un ensemble de politiques comprenant les congés parentaux les plus généreux et les garderies les plus accessibles. Cela contribue à lutter contre la pauvreté et à ce que les femmes d'ici aient, derrière la Suède, le deuxième taux d'emploi du monde. Ça pourrait être intéressant aussi peut-être de revenir avant la fin, mais moi, je l'ai constaté quand j'étais au Parlement fédéral, puis j'ai des amis qui habitent en Ontario maintenant. Euh, c'est vraiment commun là, en Ontario que les gens, les femmes, quand ils ont des enfants, ils arrêtent de travailler, littéralement. Là. Ils peuvent plus travailler parce que c'est tellement cher élever ton enfant avec la garderie, avec tous les coûts que ça implique, qu'ils doivent arrêter de travailler. Puis s'occuper des enfants sur une famille nombreuse, c'est quasiment obligé. Moi, j'étais comme, mais voyons donc, je pensais que je pensais que vous étiez riche, tu sais. On nous Oui, dit tout le temps que mais l'Ontario, c'est riche, puis tout. ça qui est, in- Tu c'est peux ça pas qui avoir est des enfants intéressant puis de la- en vivre, c'est hallucinant. c'est ça qui est intéressant de la différence québécoise, c'est que nous-mêmes, on a tendance à imaginer que le Canada est comme le Québec. Puis toi, dans ton expérience qui est à l'ailleurs, tu sais, c'est comme, wow, vous avez pas ça, vous? C'est comme, Ah, puis mais je mais veux dire, c'est une ça, façon de ça vivre. change, ça reconfigure la société au complet. Ça reconfigure la vie des femmes, mais ça reconfigure la vie des hommes aussi. Ça reconfigure la vie du Parlement. Ça fait qu'il y a plus de femmes qui sont ça change tellement, tellement de choses. Mm. Absolument. Petite parenthèse, je salue Balto, qui est notre guerrier de Twitch. Merci d'être là, Balto. Euh, mais ouais.
En plus, moi, ça me touche vraiment ces temps-ci parce que là, j'ai eu un enfant, fait que je vois tout ce que ça implique. Puis je suis comme, Hein? imagine que ma Félicitations, je savais femme. pas. Ouais, ouais, j'ai un petit gars là, 3 mois. Mais là, Malade. imagine que ma femme, elle adore travailler, là. Je veux dire, elle aime son travail, là. Si elle pouvait pas y Mhm. retourner jamais parce que on peut pas avoir deux, trois enfants parce que, en tout cas, je trouve ça Mhm. débile. C'est quelque chose. Puis ça donne de la liberté aux femmes. C'est Ben pour un oui, principe d'égalité. Ça aussi, c'est un élément liberté, égalité, coopération. Mais c'est pour de l'égalité qu'on veut que, bon, les deux, mais c'est que la femme a le choix. Si elle veut élever son enfant, elle peut. Mais ben oui. si elle veut travailler, elle peut aussi. Là, c'est au cœur, là, c'est au cœur. Et Mhm. puis, on a eu Mhm. la chance même d'avoir cette discussion de est-ce que c'est toi qui retourne, est-ce que c'est moi? Mhm. Puis on a cette liberté-là de le faire alors que je suis tout à fait conscient maintenant que c'est pas du tout commun, ni au Canada, ni même dans l'ensemble des pays du monde, là, dans ce cas-ci. Donc, c'est vraiment une spécificité à nous. Donc, les mères se voient d'ailleurs ici davantage comme femmes que comme mères, ce qui est l'inverse au Canada anglais, selon la firme Léger. Les congés parentaux permettent aux pères de s'impliquer davantage dans la famille. La quasi-totalité se prévaut d'un congé de paternité, contre environ le quart dans le reste du Canada. On imagine l'écart. Ils sont presque 4 fois moins nombreux à se percevoir comme pourvoyeurs de leur famille que leurs homologues canadiens. C'est aussi au Québec que l'on trouve le plus grande proportion. Oh, pardon. Ça, c'est la bière. D'ailleurs, finalement, j'ai bu une Dieu du ciel, juste pour. Tu m'as détourné de la couronne. Euh, Pardon, je reprends la lecture. C'est aussi au Québec que l'on trouve les plus grandes proportions de gens qui attribuent une responsabilité à l'humanité en ce qui a trait au changement climatique et qui sont prêts à faire des sacrifices pour y faire face. Cela s'illustre dans nos actions, telles que le bannissement des projets d'hydrocarbures qui accompagnent la nationalisation de l'hydroélectricité, faisant en sorte que le Québec est, de loin, la province qui produit le moins de GES par habitant au Canada. Le fait que Montréal ait été l'hôtesse en 2019 de l'une des plus grandes manifestations pour le climat au monde atteste également de l'importance accordée ici au climat. Manifestation exceptionnelle auquel j'ai participé. Moi C'était. aussi. Ah, c'est ouais, c'est quand J'étais même. là. C'est quelque chose. Depuis, Ouais. depuis les C'est, grèves étudiantes, on n'avait pas vu ça. J'espère qu'on aura ce même mouvement de masse pour l'indépendance le jour venu, là. J'ai été voir pour savoir si c'était la plus grande manifestation au monde ou une des plus grandes. J'en ai pas trouvé de plus grande, mais j'ai pas pu prouver non plus que c'était la plus grande, mais j'aurais envie de dire que c'est la plus grande, mais vu que j'ai pas de preuves, j'ai dit l'une des plus grandes Par modestie. manifestations au monde. Ouais, Greta Thunberg était là aussi, tu sais. C'est Ouais. juste pour dire, à Montréal, on a eu les plus grandes manifestations au Canada, bon, 2012, mais en Irak, en Afghanistan, Mhm. puis quelqu'un m'avait dit aussi, là, suite à l'échec de Mitch, bon, mais on a une mobilisation sociale qui est forte au Québec. Ouais. Ah, puis ça apparaît, moi, quand j'étais justement au fédéral, euh, encore une fois, moi, je travaille pour Louis Chabot, comme j'ai dit plus tôt, puis elle a été présidente de la CSQ, puis elle me répétait tout le temps ça. Tu sais, elle me parlait tout le temps de la concertation, puis le dialogue social qu'il y a au Québec. Puis moi, tu sais, c'était un peu abstrait, je connaissais pas ça, je sais pas trop c'était quoi. Puis je me suis rendu compte quand je parlais avec les autres Canadiens que on a un ensemble de mécanismes au Québec. C'est ahurissant comment il y a des façons pour que les employés, les employeurs, le gouvernement puissent se parler avant qu'il y ait des décisions, des orientations qui soient prises dans les systèmes. Il y a beaucoup de prise d'information qui est faite. Ça n'existe pas du tout dans le reste du Canada. Ils n'ont pas du tout cette mentalité-là puis cette approche-là. Et tous les syndicats canadiens rêvent d'avoir ça. Là. Disons, la gauche canadienne est plutôt rêve Mhm. d'avoir ce type de dialogue-là. Puis le Canada, quand il est gouverné par des gouvernements plus de gauche selon leur échelle, là, comme le gouvernement libéral, ben, il s'inspire beaucoup de ce qu'on fait pour ça. Il y a vraiment Mhm. une différence marquée à ce niveau-là, puis je m'en suis rendu compte en étant à Puis Ottawa. Là. la, la troisième mot dans le sous-titre qui est coopération, ça vient avec cet élément-là de concertation. Ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans les écrits sur les politiques publiques au Québec. Il y a beaucoup de concertation au Québec avec Mm. les syndicats, comme on l'a mentionné, les coopératives, mais aussi les organismes communautaires, mais aussi l'entreprise privée. Ouais, on a... L'entreprise privée, via, par exemple, le Conseil du patronat, via d'autres institutions, et dans ce modèle-là de concertation. notre modèle social particulier. C'est concret, c'est pas juste un mot, là. C'est un mode, Il y a c'est une... vraiment un modèle social, puis Ouais. je me demande si en France c'est comme ça. Je suis pas sûr que c'est. Ben, en fait, je n'irai pas jusque-là parce que j'ai pas été là, mais
en tout cas, c'est vraiment au Canada, c'est vraiment propre au Québec, cette espèce d'idée-là de. Puis ça a permis justement en pandémie d'avoir une meilleure coordination. Hmm. Je vais continuer sur plusieurs raisons laissent penser que les Québécois se distinguent aussi par leur tolérance. Les langues autochtones sont les mieux préservées. Le taux de crime haineux est 2 fois moins élevé ici qu'en Ontario et bien en deçà de la moyenne canadienne. Les nouveaux arrivants bénéficient ici d'un meilleur taux d'emploi et d'une meilleure intégration. Ce qui revient à notre discussion plutôt sur le Mhm, multiculturalisme. mhm, mhm. Notre société civile est absolument unique, comportant le plus grand nombre de coopératives au Canada. Et elle est celle où l'on accorde un rôle politique particulièrement important aux syndicats et aux milieux communautaires. Ce dernier constitue un véritable réseau d'entraide, de défense de droits sociaux et de transformation sociale. Notre société civile diversifiée représente un véritable contrepoids politique qui explique en bonne partie pourquoi le Québec est régulièrement considéré comme la société la moins inégalitaire d'Amérique du Nord. Ces contre-pouvoirs vont de pair avec le fait que nous avons délégué, depuis la Révolution tranquille, d'importantes responsabilités à notre État. Entre autres, parce que nous attribuons à la collectivité et à la solidarité et à l'implication civique un sens national. L'État s'investit ainsi davantage dans le soutien aux initiatives individuelles, dans la lutte contre les inégalités et la préservation de notre culture. Moi, j'ai une théorie là-dessus, mais on reviendra après parce que là, je vais finir ça. C'est trop stimulant tout ça. Puis peut-être la bière aide, je sais pas. D'ailleurs, si vous avez une bière avec vous, profitez-en. C'est dimanche, il fait beau, il fait chaud. C'est la Saint-Jean. Ouais. Dans Saint-Jean. Ah, bonne Saint-Jean. Certaines de nos spécificités. Plusieurs pourraient être tentés de déplorer certaines de nos spécificités. D'autres auraient d'ailleurs pu être mentionnées ici. Nous vivons plus de solitude, avons plus de noyades et consommons plus d'eau, par exemple. Il y aurait toutefois un aspect curieux à revendiquer une forme de perfection. Notre nation n'est ni pire ni meilleure que les autres. Elle représente simplement ce que nous sommes. Elle mérite, comme toutes les autres, d'aspirer à la grandeur et à la liberté. En cette ère de désillusion et de nouveau conformisme, le travail devant nous ne manque pas. Mais à l'occasion de notre fête nationale, nous pouvons faire preuve de gratitude et reconnaître ce que nous avons accompli et ce que nous sommes devenus. Ce simple fait, après les épreuves que nous avons traversées, m'apparaît être en soi une source de fierté. Dans un monde qui s'uniformise et se transforme, le legs absolument unique dont nous avons hérité reste fragile. Prenons-en soin, soyons-en dignes et surtout, célébrons-le. Bonne Saint-Jean. C'est Fait que, tellement un beau texte. ah, c'est magnifique. Pour vrai, Vincent, ouais, Pour de vrai, là, c'est wow. vraiment, c'est génial. Je te dis, quand tu me l'as envoyé, je vais le regarder. Mm. Puis c'est sûr qu'il faut que je le lise. C'est beaucoup trop beau. C'est bien écrit en plus. Fait que bravo pour ce beau texte. Est-ce Très touchant. que dans ton livre, comme la façon que tu écris, ça ressemble beaucoup à ça? Ou non? À toi de voir. Ah non, non, Ah, c'est bon ça. parce que si c'est comme ça me donne vraiment envie de l'acheter, là. Ouais, il est vraiment écrit pour être facile à lire, agréable à lire. C'est, c'est, c'est sûr que c'est le fun d'écrire pour la Saint-Jean parce que, tu sais, je trouve que dans l'année, bon, il faut toujours prendre un camp ou faire, tu sais, la Saint-Jean, là, c'est comme, j'avais vraiment, je me sentais vraiment, j'avais le droit d'écrire ça pour la Saint-Jean. Puis je me souviens que j'avais eu des bons commentaires là, du Devoir et tout ça. Puis demain, si vous suivez la page Facebook La Différence québécoise en primeur, je vais republier aussi l'entrevue que j'avais, parce que j'avais été invité en entrevue avec Pierre Nantel là, pour discuter de ce texte-là. Fait que je vais le remettre. Ah, ok, good. Ah, génial. Ah, Ouais, ouais. vraiment beau texte, de quoi d'être fier, parce que pour de vrai, là, c'est comme... Tout le long que Nando le lisait, j'avais des frissons. Je trouvais ça tellement beau. Là. Non, mais ça, c'est ma voix. Je te le- La voix, la voix avec un peu de bière dans le corps. Ah ouais, excusez là. Ça. Fait que c'est la qualité du texte plus la voix de Nando. Là on est dans un mix Combo gagnant. génial. Là. Ah là, c'est Fantastique. indépassable. Ben écoute, ça me fait plaisir là, que vous me disiez ça. Là. C'est ça l'idée. Puis, tu sais, il n'y a pas à avoir honte d'être ce qu'on est, tu sais. Quand on le regarde, là, je veux dire,
Tu sais, c'est facile pour moi là, de faire des textes comme ça. Je fais juste dire, bon, ben voici, voici tout simplement ce qu'on est. Puis les gens sont comme, wow! Mais je suis comme, tu sais, moi je le sais là, parce que j'ai ces statistiques-là devant moi tout le temps, mais tu sais, j'ai donné une conférence à un moment donné, là, devant une centaine de personnes, puis la réaction de la salle, c'est merveilleux, franchement. Pourtant, j'invente rien. C'est ça qui est fou. Mhm. C'est ça qui est fou. Ben, Puis c'est le les travail gens, d'un il y a des artiste, hein. choses Tu qu'on... prends la matière, puis tu nous la donnes à voir d'une nouvelle perspective. Fait que je pense que c'est ça. ça qui fait du bien, là. Puis il y a deux choses là-dedans qui frappent, c'est que d'une part, il y a des statistiques qui sont avantageuses pour nous, qui sont le fun à lire, mais il y en a d'autres aussi qui soulignent juste, qui sont pas positives, qui sont pas négatives, qui sont juste différentes. Puis là, le fait de voir ça devant nous, de voir ce qu'on est devant nous, ben, c'est juste naturel d'apprécier parce que c'est ça qu'on est, tu sais. Oui, vraiment. Puis pour vrai, je trouve que c'est vraiment ton site, en tout cas, il est vraiment beau, bien fait. Puis ce que j'aime, c'est que, euh, un, c'est accessible. Puis de deux, ben, ça permet, comme on peut rajouter des trucs qu'on peut voir. Fait que, tu sais, ça permet aux autres de participer puis d'enrichir justement cette base de données-là. Puis je trouve ça vraiment beau ce que tu dis, que comme tu as eu une conférence puis que ça a allumé des gens parce que j'ai vraiment l'impression que euh, sans le vouloir, inconsciemment, ben, les gens, mettons, qui sont indécis ou peu importe, ils vont vivre un peu dans cette ignorance-là, qui vont vraiment fermer les yeux sur la distinction qu'on a. Puis justement, quand tu rapportes les faits comme ça l'ouvre les yeux, justement. Tu sais, moi, j'avais fait un panel il y a comme 3 semaines, peut-être. Puis c'était dans un cégep. Puis justement, encore une fois, tu sais, il y a du monde qui sont venus me parler à la fin. Il y a du monde qui m'a texté après pour me dire ah, ça, je l'avais pas pris en compte, tu sais, dans ces détails-là. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis je trouve vraiment que ton site, il est clair, il est beau. Puis c'est vraiment un bel outil, justement, à présenter à des gens, justement, qui sont incertains. Fait que non, pour vrai, j'aime vraiment ça. Puis c'est vraiment l'idée du site, là, tu sais, c'est gratuit, là. C'est genre, utilisez-le, prenez-le, puis toutes les statistiques, il y a la référence à côté. Tu sais, pour montrer qu'on n'invente rien, puis si c'est pas bon, ben, allez critiquer la source, parce que nous, on ramène, dans le fond, ce qui est documenté, ce qui est fait, puis je pense que pour n'importe... Moi, je m'en sers tout le temps de ce site-là, de cette base de données-là, dans tout ce que j'écris, tout ce que je fais. J'écris sur l'intégration, ben, j'ai utilisé plein de données sur l'immigration. Si j'écrivais sur le féminisme, ben, je prendrais clairement des statistiques sur l'égalité entre les hommes et les femmes. On peut l'utiliser tu sais, si tu un groupe environnemental, tu peux utiliser les données sur la lutte au changement climatique, l'environnement. Puis pour n'importe qui travaille au Québec, puis même à Ottawa par ailleurs, ben tu regardes ça, puis tu peux dire, ben c'est comme ça qu'il fonctionne le Québec. J'aime ça ou j'aime pas ça, peu importe, c'est de même que ça marche. Puis si je veux me partir une entreprise, si je veux faire une politique publique, si je veux partir un mouvement social, peu importe, ben il faut que je prenne en considération ce qu'est le Québec. Mm, Fait non, que, c'est vrai. C'est mm, extraordinaire. Là, moi, je pense que c'est sûr que je vais l'utiliser là, dans mon parcours, ben, dans la suite de mon parcours universitaire, parce que pour de vrai, c'est comme un clé en main que tu fournis. Puis justement, quand on veut bien démontrer la différence québécoise, ton site il est parfait là, pour n'importe quelle étude, là, dans le fond. Puis ça peut peut-être réaliser justement là, à quel point on est différent. Là. Mettons même des gens qui ne sont pas nécessairement souverainistes, qui décident de s'aventurer dans ton site, mais justement, ça va peut-être là, allumer des lumières. Là. Ouais, moi, j'aurais c'est aimé pas avoir un cet outil-là projet. quand j'étais adjoint parlementaire. Ça m'aurait sauvé sûrement du temps Oui, plusieurs fois. on a beaucoup pensé à vous autres au bloc. C'est sûr, là, parce que le but du bloc, c'est de montrer justement que le Québec a des intérêts spécifiques, a des différences spécifiques. Hmm. Mais dans le fond, c'est ça aussi que ça vient montrer, c'est que c'est pas juste des petites différences par-ci par-là, c'est un système de différences complètement. C'est une société vraiment distincte. Puis ça peut clairement permettre aussi, tu sais, plutôt que de se dire, ben, c'est une province canadienne, que c'est petite spécificité, mais c'est de se dire peut-être qu'il y a des racines qui sont propres à nous autres. Mm. Ouais, puis Mm, ça rend la chose beaucoup plus concrète, honnêtement, là. C'est une bonne façon de rendre les choses concrètes. Puis, c'est ça. Puis aussi, je voulais le dire, là, oui, c'est pas mal des souverainistes qui sont en arrière de ça, mais en réalité, c'est important pour nous que ça soit pas un projet de souveraineté, tu sais. Nous Mhm. autres, si on pense que le Québec est un pays, c'est parce qu'il y a une différence québécoise, puis c'est ça qu'on voulait
présenter. Puis c'est pour ça aussi qu'on a des statistiques qui sont moins positives, qui peuvent apparaître moins positives, parce que le but, c'est pas de montrer juste, regardez, on peut être un pays, etc. C'est vraiment là, l'honnêteté, là, c'était fondamental pour nous autres. C'était tout, on ramène tout, tout. Chaque fois qu'il y a une différence, qu'on l'aime pas, on s'en fout, on la met. De toute façon, même quand on trouve qu'elle est négative, justement, il y a peut-être des éléments qui parlent en arrière de ça, il y a peut-être des explications, des choses. C'est justement dans l'interaction entre ces données-là, je trouve qu'on est capable de créer des choses. Puis Hmm. moi, j'espère, ça c'est peut-être dans mes rêves les plus fous, mais en tout cas, que tu sais, les instituts de recherche, ils regardent ça, même dans les universités, qui regardent ça, puis qui se disent, hey, j'avais pas pensé à cette voie-là, j'avais pas pensé dans ce sens-là, puis que ça permette justement d'ouvrir des pistes. Mm. Parce que c'est ça, je pense, quand on lit le livre, entre autres, c'est qu'on explore plein de voies, plein de nouveaux chemins. On ne va pas jusqu'au bout. Mais moi, j'espère que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui font des maîtrises, des doctorats, ben, il y en a peut-être qui vont creuser des aspects là-dedans. S'il n'y a pas toutes les réponses là-dedans, c'est vraiment des pistes. Puis, disons, c'est une nouvelle lunette qu'on va amener. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par le livre, il est disponible, pardonnez-moi, il est disponible sur la boutique d'Accent Bleu, qui est associée d'ailleurs avec le Mouvement national québécois. Vous pouvez l'acheter en ligne.